Entrevue parce qu'on se pose la question, sommes-nous trop exigeants envers nos politiciens? Est-ce qu'ils doivent laver plus blanc que blanc? On est dans cette ère-là, n'est-ce pas? Est-ce que la démission communiste était nécessaire? J'en parle avec André Lacroix, titulaire de la chaire d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, M. Lacroix. Bonsoir. Vous avez entendu l'intervention de M. Poiti. Est-ce qu'on est dans le domaine public, d'après vous, quand même, quelqu'un qui assume un poste de ministre, qui a eu dans le privé des comportements qui, je le dis en guillemets, là, qui bafouait ses relations avec l'État. Oui. Hein? C'est l'infraction au code de la route, l'assurance-emploi, puis même la Régie du logement, là, a eu du mal à partir avec. En fait, je pense qu'il faut faire un certain nombre de distinctions. La première distinction à faire, c'est que ça a été commis, ces infractions, pendant qu'il était en fonction. Est-ce que affectait sa charge de titulaire d'une charge publique? Ça a été commis avant. Ça relève de la vie privée. Et à cet égard-là, ce que je peux constater rapidement avec les quelques faits qu'on m'a communiqués, il y avait une ligne à trancher, me semble-t-il, entre la vie privée et la vie publique de ce ministre-là. Mais on dit des fois que la vie privée devient d'intérêt public lorsqu'elle permet de juger la capacité d'assumer une charge publique. Par exemple, c'est très vrai, surtout aux États-Unis, les politiciens là-bas misent sur leur vie familiale à tour de bras. On l'a vu avec le général Petraeus dernièrement. Puis ils ont des comportements un peu différents dans le privé. Donc, ils démissionnent. Ici, on voit vous voyez les choses... Bien, pour ma part, encore une fois, je ne suis pas sûr que le modèle américain soit le modèle à suivre. Peut-être qu'on est inspiré là, par ça. Oui, c'est possible, et ça expliquerait peut-être des dérapages comme celui-ci qui peuvent se produire à l'occasion. Mais il en reste pas moins que la question à se poser, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt de la part de ce qui s'est produit dans sa vie privée et qui peut interférer dans sa vie publique? Est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent inférer des biais dans sa vie publique? Dans ce cas-ci, à tout le moins, bien sûr qu'il y a un manque de jugement qui s'est produit auparavant, mais on ne peut pas dire qu'il y a un lien direct avec sa charge de ministre. Un manque de jugement à répétition. Sur plusieurs décennies. Et même les libéraux, on n'a pas eu le temps de dire avec M. Poiti, mais les libéraux attaquent maintenant le jugement de la première ministre de nommer quelqu'un qui a eu ces comportements-là dans le passé. Bien, écoutez, en fait, moi, je lisais un certain nombre de dépêches de journaux avant de venir vous rencontrer, puis la mention mauvais payeur ressortait souvent. J'imagine qu'à dernière, moi, ça me faisait sourire lors de la dernière campagne électorale où on mettait sur la table qu'il y avait plusieurs députés ou potentiels députés qui avaient fait des faillites dans leur vie. Alors, est-ce que tous ces mauvais payeurs-là vont démissionner demain matin? Je suis pas sûr. Est-ce que tout le monde a payé tout son impôt? Oui, tout le monde a payé tout son impôt. Maintenant, on verra ce qui se produira. Moi, j'apprenais encore là le 13 mois, le loyer est impayé. On verra si le ministre paiera par la suite. Mais à tout le moins, est-ce qu'il y a poursuite? Est-ce qu'il y a un débordement? Il me semble qu'il y a une ligne à franchir encore là, ou à ne pas franchir plutôt. Avez-vous l'impression que pour Mme Marois, il y avait un petit problème? C'est-à-dire qu'on aime toujours s'identifier aux gens aussi les plus démunis. Et est-ce que M. Breton pouvait incarner un homme qui a manqué de jugement, un homme irresponsable et qui a le droit à une certaine réhabilitation? Mme Marois a invoqué ça ce matin, le droit au pardon. Encore là, je vous dirais que je vais être prudent. Je vais laisser la psychopop à d'autres. Quant à savoir comment Mme Marois pu se retrouver chez M. Breton ou non dans son passé, mais sur le comportement du ministre et sur la décision qui a été prise par la suite, autant par la première ministre que par le ministre. Bon, il y a des décisions, ils en ont tiré leurs conclusions. Sur le plan éthique, moi, ce matin, quand on m'interpellait là-dessus, je disais que c'était un non-événement sur le plan éthique. Ah oui, et pourquoi? C'est sans doute un événement politique, un événement médiatique, mais sur le plan éthique, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a manquement, encore une fois, à des obligations dans sa charge publique qu'il occupait et auxquelles on aurait pu lui reprocher? Je pense que ça, non. Encore une fois, c'est pas que je suis en train d'accepter ou de trouver acceptable les comportements de M. Breton avant, mais il y a cette distinction-là qu'il me semble qu'on doit faire, à tout le moins, et éviter, dans ces temps difficiles sur le plan éthique, puis de transformer l'espèce de chasse aux sorcières et de faire en sorte que chacun voit la vie plus blanc. À cet égard-là, très peu d'entre nous avons peu de fautes à nous reprocher dans le passé. Parce qu'il y a le risque de banaliser la chose. Oui, bien sûr. Bien, banaliser un questionnement, on pourrait encore là réfléchir avec les personnes sur leur comportement citoyen, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on lui reproche et sur quelle base on va lui faire ce reproche-là. Merci beaucoup, André Lacroix, d'avoir partagé votre point de vue éthique avec nous. Merci. Au revoir.